Ok, c'est parti. Donc, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je suis Elodie Tellier, coordinatrice de la programmation et appui à l'administration au sein du REFAD et me fait un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de débuter la présentation, le REFAD, Réseau pan-canadien, reconnaît qu'il est situé en territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité et souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés, ici et partout autour du monde. La présentation de cet atelier est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance. Merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui pour cet atelier Innover dans l'évaluation avec Edia Miri Selami de l'Institut supérieur de gestion de Tunis. Donc, Edia Miri Selami est titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'une thèse en informatique de la Faculté des sciences de Tunis. Elle a aussi un diplôme d'habilitation universitaire de l'Institut supérieur de gestion de Tunis, ISG. Après la carrière d'ingénieur, elle a intégré la carrière d'enseignante universitaire en informatique, où elle dirige actuellement le département informatique. Elle est membre du laboratoire SMART de l'ISG. Ses recherches s'intéressent à l'usage des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage. Elle est l'auteur de plusieurs publications académiques et a eu le premier prix en 2022 de l'innovation et de l'apprentissage du European Training Foundation. Edia, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, merci pour cette présentation et je vais tout de suite commencer par le partage de ma présentation. Donc, la présentation est intitulée « Innover dans l'évaluation ». Alors, le plan, il est succinct, mais bon, je n'ai pas mis tous les détails. Donc, on va commencer par des spécifications relatives à l'innovation, décrire ce que c'est que l'innovation, l'apprentissage et l'évaluation, puisque ce sont les thèmes abordés dans cette présentation. Et puis, on abordera l'évaluation via des outils et des expériences. Alors, en commençant par les spécifications, on va commencer par présenter l'innovation. Alors, de façon générale, les thèmes abordés dans cette présentation ont plusieurs définitions. Là, c'est la littérature, elle regorge de définitions pour chaque concept. On en a choisi quelques-uns. On va commencer par l'innovation pédagogique, puisque c'est elle qui nous intéresse essentiellement. C'est un processus de changement. Donc, il y a cette notion de changement visant l'amélioration, etc. Il y a donc une certaine rupture dans les pratiques, rupture par rapport à ce qui est couramment utilisé. L'innovation est aussi décrite comme une culture où l'apprentissage, et là on parle d'apprentissage, puisque ce qui nous intéresse c'est l'innovation dans le domaine pédagogique, où l'apprentissage est priorisé et soutenu à tous les niveaux de l'éducation. Et donc là, c'est innover, c'est vraiment innover dans tous les niveaux d'éducation. Innover, c'est aussi parfois adopter un nouvel outil ou une nouvelle approche ou encore revisiter et adapter des pratiques existantes. Ça, c'est globalement, on va dire, l'innovation dans essentiellement le domaine de l'enseignement et l'apprentissage. Maintenant, ce qui concerne l'apprentissage, là aussi, il y a plusieurs définitions. Vraiment, la littérature regorge de définitions, d'approches, d'orientation, de stratégies, etc. Alors, on va en donner quelques-unes et puis choisir ou mentionner vers quelle orientation on se dirige. Alors, selon le paradigme constructiviste, l'apprentissage est fondamentalement une activité de traitement d'information. C'est comme ça que Tardif le présente. C'est un traitement d'information. Et lors de ce traitement, l'apprenant, il construit des lois, des règles ou des principes auxquels il accorde rapidement un caractère de permanence dans sa base de connaissances en mémoire à long terme. Et donc, il s'agit de quoi essentiellement? C'est voir cette information et puis s'en inspirer pour renforcer, si vous voulez, sa mémoire et renforcer, construire via quoi? Des règles, des principes
d'accord? Il y a cet aspect aussi de mémorisation. L'apprentissage est donc essentiellement un processus cumulatif. Et vous voyez qu'il y a traitement d'informations, c'est une façon, si vous voulez, récurrente. Les nouvelles connaissances sont reliées aux connaissances antérieures. Donc, il ne s'agit pas uniquement de stocker des connaissances, mais aussi d'essayer de faire des connexions entre ce qu'on a et ce qui vient comme nouveau. Alors, l'apprentissage donc requiert l'organisation constante des connaissances, c'est ce qu'on a mentionné, en quelque sorte une mise à jour des connaissances de façon continue. Alors, et ce pour les différents types de connaissances, qu'elles soient de connaissances, qu'elles soient déclaratives, procédurales, etc. Et il y a toujours une mise à jour perpétuelle, une réorganisation en quelque sorte de ce qu'on a comme connaissances. Alors, dans les stratégies d'apprentissage, il y a beaucoup de types, on va dire. Et avec l'évolution, on voit apparaître, on voit que certaines approches sont délaissées au profit d'autres, etc. Actuellement, l'approche qui est, on va dire, la plus utilisée, qui commence à être enfin, qui est la plus connue, on va dire, c'est l'approche de l'apprentissage par compétence. Elle est largement définie dans la littérature. Ces socles sont essentiellement le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Et donc là, c'est, si vous voulez, la tendance actuelle de l'approche de l'apprentissage et qui se base essentiellement sur les compétences. Ces compétences qui sont décrites par Tardif, encore une fois, comme un savoir-agir, et là, il s'approprie aussi des concepts ou des identifiants de cette approche. Donc, un savoir-agir complexe, et là c'est très important, qui s'appuie sur la mobilisation et la combinaison efficace d'un ensemble de ressources internes et externes dans une famille de situations. C'est ça la compétence, en quelque sorte, enfin, comme la définit Tardif et ainsi que d'autres chercheurs. Donc, c'est complexe, c'est un savoir-agir complexe et ça requiert en quelque sorte, on revient au fait que ce qu'on a comme connaissances, comme ressources, etc., eh ben, on va essayer de jouer avec, de jongler avec pour se débrouiller dans un contexte ou dans une certaine situation. Et d'une façon générale, cet apprentissage, il va influencer, si vous voulez, l'évaluation. En fait, évaluation et apprentissage, ils ne sont pas vraiment indépendants les uns des autres. Et Tardif insiste pour dire que la conception de l'apprentissage exerce des influences sur les pratiques évaluatives et les pratiques d'enseignement, ce qui est tout à fait normal. Quand vous concevez un cours, un module ou toute une formation, eh ben, déjà dans cette conception, vous avez certainement réfléchi à comment évaluer ce contenu que vous allez transmettre, que vous allez, ou qui va enrichir l'apprenant, les connaissances de l'apprenant, et comment aussi les enseigner. Donc, ce sont, encore une fois, des éléments étroitement liés. L'évaluation, donc je récapitule ce qu'on a jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On a, si vous voulez, décrit un petit peu le concept d'évaluation. On s'est focalisé essentiellement sur tout ce qui, innovation. On s'est focalisé essentiellement sur l'innovation au niveau dans le domaine pédagogique, de l'enseignement, de l'apprentissage. On a essayé, on va dire, de spécifier l'apprentissage et d'indiquer vers quelle orientation d'apprentissage on se dirige. Et on a vu que l'apprentissage, il a un impact sur l'évaluation. On va décrire donc l'évaluation. Encore une fois, comme j'ai mentionné tout à l'heure, plusieurs définitions. Chaque concept, on trouve plusieurs définitions dans la littérature, à tel point qu'il est parfois difficile d'en choisir. Par exemple, pour l'évaluation, il y a un certain consensus entre ces différents chercheurs pour dire que l'évaluation, c'est un processus de collecte d'informations
à partir de sources multiples et variées qui sert à développer une compréhension de ce que l'apprenant connaît. Donc, on veut bien comprendre ce que connaît l'apprenant, comprend et peut faire avec ses connaissances comme étant le résultat de sa formation. Et donc, l'évaluation, en quelque sorte, c'est vrai qu'il y a d'autres types de définition, de description de l'évaluation. Mais là, on s'est focalisé, voilà, on s'est orienté vers une évaluation très proche du concept de apprentissage par compétence. Et là, vous voyez, donc, l'évaluation, c'est, on va collecter aussi des informations à partir de sources multiples et variées cette évaluation va servir à développer une compréhension de ce que l'apprenant connaît. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de vraiment nouveau, c'est ça le principe des différents types d'évaluation. Là encore, on trouve plusieurs types d'évaluation, mais l'objectif, c'est qui sert à développer une compréhension de ce que l'apprenant connaît, comprend et peut faire avec ses connaissances comme étant le résultat de sa formation. Donc, un autre point de vue, donc pour Gardner, ce processus de recueil d'informations vise à fournir une rétroaction significative à la personne évaluée et à fournir des données utiles à sa communauté. Et là, on voit, c'est en quelque sorte une complémentarité relativement à ce qu'on a présenté. Donc, le processus, qu'est-ce qu'il sert? Il sert à fournir une rétroaction. Et là, c'est ce qu'on a très souvent mentionné comme une amélioration de l'apprentissage, un renforcement en quelque sorte parfois de l'apprentissage pour améliorer. Donc, on évalue donc pour fournir une rétroaction significative à la personne évaluée et à fournir des données utiles à sa communauté. Là, c'est présenté sous forme de communauté, mais il est bien clair qu'on va s'orienter cette information utile vers le cadrage un petit peu de l'apprenant et puis aussi tout ce qui est certification. Donc, la notion d'évaluation, c'est vrai, on l'a vu, elle est un petit peu complexe. Pourquoi? Bon, déjà, la définition du concept, et puis aussi parce qu'on a des intervenants dans cette évaluation, dans ce process, essentiellement l'institution dans laquelle l'apprenant poursuit sa quête d'apprentissage. Pourquoi? Parce que l'institution, elle a deux buts. Elle s'inscrit dans une temporalité continue d'apprentissage. Donc, l'institution, l'objectif, c'est essayer, si vous voulez, le développement, voilà, fournir ou assurer le développement de l'apprenant en lui assurant tout ce qui est apprentissage. Et puis, en plus de l'apprentissage, l'institution, elle doit légitimer les compétences et les savoirs acquis par un apprenant, légitimer dans le sens aussi, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, accorder des certifs, il faut, voilà, des attestations, il faut que ça soit reconnu, il faut que ça soit valable. Et donc, vous avez ces deux volets un petit peu quand entre dans le jeu de l'évaluation, l'institution. Deux autres chercheurs, Black et Williams, proposent une approche unifiée de l'évaluation, rejetant ce qui est communément, si vous voulez, séparé en évaluation formative et sommative. Là, je ne l'ai pas mentionné, je n'ai pas décrit ces concepts de formation formative et sommative parce que, bon, la littérature, encore une fois, si vous voulez, les présente suffisamment et puis dans une certaine communauté, ce sont des concepts plus ou moins connus. Et donc, ces deux chercheurs proposent une approche unifiée de l'évaluation en la remplaçant dans un continuum pédagogique. C'est très important, ce continuum pédagogique, où les informations collectées servent à ajuster l'enseignement et l'apprentissage. Là, encore une fois, on voit que ça converge, ce qu'on a vu tout à l'heure avec, je reprends juste ici, Gardner, il a mentionné que l'évaluation, c'est pour fournir une rétroaction significative. Là aussi, c'est pour ces informations qui sont collectées, elles vont servir à ajuster l'enseignement et l'apprentissage. Donc, plus ou moins, l'évaluation, c'est pour ajuster cet apprentissage et le guider, l'orienter, etc. Bref, les définitions sont multiples.
elles sont disparates et multiples. On en a choisi quelques-unes pour voir un petit peu nos grandes orientations. Et pour faire ces évaluations, on a besoin d'instruments. L'évaluation repose donc sur des instruments qui sont constitués de plusieurs éléments, qui peuvent être constitués de situations, des tâches qui s'inscrivent dans cette situation, des critères aussi, des manifestations observables à collecter, des grilles pour faire ces évaluations. Bref, ce sont ce qu'on appelle communément des instructions, pardon, des instruments. Parfois, on parle aussi d'outils d'évaluation. Alors, donc, cette évaluation, ou ces principes d'évaluation, on les a plus ou moins déterminés, toujours dans une approche d'apprentissage précédemment mentionnée, dans un cadre innovant. Bon, jusqu'à présent, à vrai dire, il n'y a pas tellement d'innovation, mais on a recadré un petit peu où est-ce qu'on se situe. Alors, une question à poser pour toute évaluation des apprenants, quels sont les objectifs, quel est son objectif principal? Pourquoi est-ce qu'on évalue? C'est vrai que là aussi, c'est plus ou moins évident pour les spécialistes du domaine. C'est essentiellement pour soutenir les apprenants et pour découvrir encore une fois ce qu'ils ont appris. Et là, on reprend un petit peu, mais c'est bien quand même de se poser la question, pourquoi évalue-t-on? Alors, une fois ce cadrage un petit peu de notre contexte présenté, on va passer à comment innover dans cette évaluation. Donc, je reprends. L'innovation globalement a été déterminée, essentiellement dans l'environnement d'apprentissage. On a spécifié aussi, si vous voulez, l'orientation d'apprentissage vers laquelle on se dirige plus ou moins, ou l'approche. Et puis, on a spécifié les évaluations. À vrai dire, les évaluations classiques sont plus ou moins déterminées. On évalue via des tests papier, des tests sur feuille en classe, en présentiel, soit des tests ou des examens. Et là, suivant la temporalité, on va dire, de cette évaluation, qui peut être en milieu de parcours, en fin de parcours, etc., on évalue aussi parfois par des projets, d'accord? Ce qu'on va proposer ici, c'est un petit peu, c'est pour consolider ou pour proposer d'autres outils qui peuvent servir dans l'évaluation pour innover. La première proposition, c'est évaluer via les jeux sérieux des apprenants. Et donc là, on va présenter ce que c'est que le concept de jeu sérieux. Plusieurs définitions, là encore, hein. On a choisi celle présentée par Alvarez. Les jeux sérieux, on parle souvent de serious games aussi, sont des applications informatiques dont l'objectif est de combiner à la fois des aspects sérieux, c'est pour ça qu'on parle de serious, tels que l'enseignement, on est vraiment en plein dedans, on est dans l'enseignement, l'apprentissage aussi, la communication, et vous voyez, on a parlé tout à l'heure de collecte d'informations, d'apprentissage, etc., avec des ressorts ludiques. Et c'est là la variante, on va dire, si vous voulez, ludique qui intervient, c'est pour cela. Et cette variante ludique, elle est essentiellement issue du jeu vidéo. C'est pour cela qu'en anglais, on parle de serious games et dans le monde francophone, on parle de jeux sérieux. Alors, juste une mention, c'est que, même si ici on parle des applications informatiques, je voudrais ouvrir juste une parenthèse, c'est vrai que la majorité des jeux sérieux sont, on va dire, numériques. Mais il existe aussi une variante des jeux sérieux, ce qu'on appelle les jeux de table ou les board games, d'accord, qui constituent aussi un élément des jeux sérieux. Alors, pourquoi a-t-on recours aux jeux sérieux pour l'évaluation? On va parler de notre expérience, du contexte de cette expérience. En fait, évaluer via les jeux, ça existe
des jeux créés par les apprenants, c'est une tendance. Alors, l'autre contexte, c'est que quand on a commencé, ça fait quelques, enfin, je vais dire 4 ou 5 ans que j'ai mené depuis 4 ou 5 ans que nous menons de telles expériences. On était devant une situation dans laquelle le processus de correction, c'est-à-dire d'examen classique ou de test classique, était plus ou moins frustrant. On trouvait des copies dans lesquelles les phrases étaient identiques. Pourquoi? Parce que les étudiants ont tendance à apprendre le contenu des supports de cours sans les maîtriser. Parce que quand ils ont l'habitude de faire ça au niveau du secondaire. Donc, quand ils viennent à l'université, ils continuent un petit peu le même processus et aussi, c'est beaucoup plus facile. Alors, on est face à des étudiants euh, qui utilisent excessivement les smartphones, que ce soit en classe ou en dehors de la classe. Donc, c'est une génération qui est, on va dire, entre codes connectés, même si... et l'impact de cela fait que la concentration, elle est, pour ne pas dire absente, presque nulle. En plus, on a constaté que ces étudiants ont tendance à veiller le soir. C'est pas vraiment pour faire les cours, non, non, c'est essentiellement pour regarder tout ce qui est films, séries, etc. Et je pense que c'est un petit peu le cas des étudiants un peu partout. Ces nouvelles générations privilégient la pratique à la théorie. Pour comprendre quelque chose, il faut qu'ils voient cela, je mets voix entre codes, qu'ils manipulent cela, donc qu'ils voient quelque chose de concret. En plus d'une motivation réduite, bref, on était dans un contexte où il fallait vraiment innover. Alors, j'ouvre une parenthèse, l'évaluation par les jeux, en fait, il y a essentiellement 3 grands axes. Il y a soit l'utilisation de jeux existants que l'enseignant propose ou sélectionne parce qu'ils correspondent soit à une phase de son cours, de son module, de son chapitre, etc. Et donc, ce sont généralement des jeux qui sont c'est-à-dire qu'il les adapte, qu'il essaie un petit peu d'adapter son contenu par rapport à ces jeux, même s'il y a certains qui sont vraiment bien adaptés, mais le problème dans ces jeux, c'est que très souvent, ils sont payants. Il faut payer. Ça, c'est le grand axe. Donc, la première orientation dans l'évaluation via les jeux, c'est d'utiliser des jeux existants. L'autre orientation, c'est de faire en sorte, ce qu'on a fait ici, de faire que les étudiants ou les apprenants créent eux-mêmes leurs propres jeux. Bien sûr, pas pour la beauté de la création du jeu, mais pour que ces jeux, la thématique de ces jeux, se rapporte à leur apprentissage généralement. Et donc l'idée, c'est soit d'illustrer un chapitre ou tout un cours via des jeux. La troisième grande tendance dans la création, dans l'évaluation via les jeux, c'est en fait d'adapter des jeux, ce qu'on appelle très souvent le mooding, pour les utiliser. Donc, prendre des jeux, pas n'importe lesquels, il faut qu'ils s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils permettent aux techniciens d'entrer dans leur code et de les changer. Ça, c'est un volet essentiellement dans le domaine privé. Mais donc, nous, on s'est intéressé à, si vous voulez, ce volet qui est de plus en plus utilisé parce qu'il a fait ses preuves. Et donc, on a demandé à nos étudiants, et ce depuis 2021, on a fait ça avec dans plusieurs formations avec plusieurs étudiants, on a demandé à des étudiants de créer, soit en monome, soit en binôme, pas plus, de créer des jeux relativement à ce qu'on demande en utilisant Scratch. Scratch, c'est quoi? C'est un environnement ouvert, open déjà, et puis facilement utilisable. D'ailleurs, on enseigne Scratch au niveau des écoles primaires. Donc, les apprenants sont amenés à acquérir et renforcer des connaissances et compétences multiples pour pouvoir créer ce jeu. Parce que le jeu, très souvent, comme j'ai mentionné tout à l'heure, selon l'expérience, on a parfois demandé à illustrer tout un module ou parfois à illustrer
2 ou 3 chapitres du cours et les représenter sous forme de jeu. Donc, on peut faire ça avec plusieurs, si vous voulez, modules. Nous, on a fait ça avec des étudiants de master Data Science, et on leur a demandé d'illustrer ou de représenter le cours qu'on donnait, c'était Introduction to Data Science au début du semestre, du premier semestre. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils ont présenté, si vous voulez, le module, en quelque sorte, en s'inspirant du jeu Le Pendu. Donc, il faisait en sorte que l'apprenant joue pour découvrir un petit peu les concepts liés à ce module. On a aussi eu des étudiants qui ont, si vous voulez, adapté le fameux jeu, si vous voulez, qu'on a tous plus ou moins utilisé quand on était jeune, Monopoly. Et donc, ils l'ont adapté pour l'introduction au data science. Donc, ça, c'est le concept de board game que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ils ont recréé les cartes et puis ils ont aussi mentionné le parcours. Ils ont changé le parcours tout en prenant en considération le contenu de ce module. Donc, ils l'ont même appelé Data Science Poly, hein, Monopoly. Donc, et donc, vous voyez, ce sont des créations d'étudiants qui ont, si vous voulez, essayé dans lesquels, pardon, on a essayé de pousser les étudiants pour qu'ils regardent avec profondeur le contenu des cours et en tirent quelque chose, en crée quelque chose. D'ailleurs, on a fait ça j'ai dit, avec plusieurs profils, même aussi des profils d'ingénieurs, avec différents niveaux, niveau master, niveau licence, en deuxième année licence, en troisième année licence, différents niveaux. Et on a essayé de voir leurs résultats ou leur feedback à la suite de ces expériences. Et on voit ici que la création de jeux permet de mettre en valeur des détails que je n'ai pas abordés avant. Donc, nos objectifs sont plus ou moins atteints. Ça les a poussés à voir avec profondeur le contenu du cours. Et ils sont favorables, ils approuvent que l'évaluation soit faite via la création de jeux. Bon, il y a plusieurs autres réponses, mais donc on a des disparités de profils. J'ai mentionné un petit peu les différents profils, mais ils ont tous apprécié cette approche, cette manière d'évaluer. Ça les a amenés, comme j'ai dit tout à l'heure, à mieux maîtriser le contenu du cours, à être plus motivés pour voir le cours et pour le maîtriser. Même si leur majorité, donc appréciation de l'évaluation via les jeux, même si cela prend plus de temps. Donc, ils ont tous plus ou moins mentionné que créer un jeu, ça prend plus de temps, ce qui est tout à fait évident. Mais l'impact est vraiment encourageant. Et ce qui est à mentionner aussi, c'est que avec ces différentes sections, au début, quand j'annonce que ils vont être évalués par les jeux, il y a toujours une réticence. Non, on veut être évalué par la manière classique, etc., etc. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on voit le résultat, c'est assez encourageant. L'autre approche, ou l'autre proposition, ou l'autre innovation, c'est l'évaluation via les pièces de théâtre. Le constat est presque le même, manque de motivation, les étudiants ne participent pas en classe, absentéisme aussi important, manque de concentration, un petit peu, c'est le profil des apprenants, d'accord? Et puis aussi, un autre volet, c'est que la maîtrise du français est négligée. Donc, de plus en plus, les étudiants négligent la langue et ne la maîtrisent pas. Ce qu'on a proposé, c'est évaluer via des pièces de théâtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étudiants doivent présenter par un groupe de 2 ou de 3 des chapitres du cours sous forme de pièces de théâtre. Pourquoi est-ce qu'on a, si vous voulez, insisté sur cela et pourquoi est-ce que cette approche va nous aider? Parce que, en fait, quand
les étudiants vont concevoir cette pièce de théâtre, ils seront amenés, primo, à regarder le contenu du cours pour élaborer le scénario. Ceci va aussi les pousser à maîtriser et à consulter davantage parce que ce qui est à mentionner, c'est que en plus de la présentation en classe de la pièce de théâtre, les étudiants devaient donner aussi comme support de cours leur script. Donc, c'est un petit peu les pousser de manière indirecte à maîtriser la langue française. Alors, et puis, si vous voulez, lors de la présentation d'une pièce de théâtre, en fait, on voit que c'est un environnement non seulement innovant pour l'évaluation, mais ça répond à plusieurs, si vous voulez, compétences ou caractéristiques demandées, ce qu'on appelle les soft skills, parce que cela les pousse à présenter. Il y a même un étudiant qui m'a dit, Madame, j'étais vraiment contre, mais parce que je suis plus ou moins timide, mais une fois présenté, ça m'a un petit peu libérée. Donc, les avantages, là aussi, c'est une évaluation globalement positive par les différentes spécialités. Donc, meilleure maîtrise du contenu du module, amélioration des compétences aussi linguistiques, appréciation générale de l'expérience et les étudiants ont demandé à reproduire l'expérience. Et donc, on peut même se demander ou se dire, mais appréciation générale, pardon, amélioration des compétences linguistiques, mais qui dit qu'ils ont vraiment rédigé. Même s'ils ne l'ont pas rédigé, ils doivent le présenter oralement et donc ça fait que ça les pousse à, si vous voulez, voir ou maîtriser encore plus la langue. Il y a aussi d'autres expériences d'évaluation dans lesquelles on a utilisé d'autres outils. On a utilisé les cartes conceptuelles. La carte conceptuelle, c'est un outil plus ou moins classique, c'est un environnement classique dans lequel une carte, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente des concepts qui sont reliés entre eux, comme on le montre ici, d'accord? Et ces concepts, le lien entre ces concepts se fait via des flèches labellisées, mais suivant un certain ordre qui correspond, une certaine hiérarchie qui correspond au domaine. Donc ce qu'on a demandé aux apprenants, c'est de représenter les chapitres d'un module par une carte conceptuelle. Donc l'idée, c'est de commencer à présenter les concepts un à un et de les lier. Dans cet environnement, on leur a demandé d'utiliser Kaggle, c'est un environnement open, donc ça ne nécessite pas, si vous voulez, d'être acheté, d'accord? Et donc l'idée, c'est de voir et de synthétiser les différents chapitres présentés pour voir les associations entre les différents concepts. On a ici un exemple de représentation du module Internet et Big Data. C'est un module qu'on a enseigné au niveau de la deuxième année licence. Et donc, vous voyez ici les ramifications entre les différents concepts avec, si vous voulez, des détails à chaque niveau. Une autre approche d'évaluation, c'est via les bandes dessinées. Encore une fois, un petit peu dans l'autre contexte, j'ai fait cette expérience avec les étudiants de deuxième année de la licence. Toujours ce problème linguistique, toujours ce manque de concentration. Et donc, l'idée, c'est de présenter les chapitres du début du cours, parce qu'on l'a fait ça au milieu du semestre, de les présenter sous forme de bande dessinée. Et donc là, ça va les pousser, pourquoi est-ce qu'on a demandé cela? Parce que ça va les pousser à revoir les concepts, à innover, ça les a motivés vraiment, et puis aussi le côté linguistique. Vous avez ici un exemple, l'aventure du Big Data. Donc, et chacun scénarisait sa bande suivant ce qu'il désire. Il y a eu des cas où c'est quelqu'un qui va raconter une histoire, il y a eu des cas où c'est une énigme que les élèves doivent résoudre, etc., etc. Là, vous avez un petit peu une présentation innovante, d'accord? Bienvenue dans le monde fascinant du Big Data, etc. Il y a eu vraiment des réalisations extraordinaires. C'était vraiment très intéressant pour l'enseignant qui était frustré quand il s'agissait de créer ou de corriger des tests écrits classiques. Il y a aussi les Padlet.
qu'on a essayé, qu'on a créé, qu'on a utilisé pour l'évaluation. Padlet, le concept, il est pas récent, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, on a eu aussi des adaptations d'éléments. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est de représenter, c'est dans un environnement open, enfin, Padlet, ça ne nécessite pas à un certain niveau, quand on a un certain nombre réduit de Padlet, de murs, on va dire, ça ne nécessite pas un côté financier. Donc, le concept, le concept de Padlet, c'est en quelque sorte, c'est comme s'il s'agit d'un mur virtuel et il permet de réunir des publications, des commentaires, etc. Vous avez ici un exemple, ce n'est pas le mien, hein, mais c'est un exemple dans lequel le concept de Padlet a été utilisé pour synthétiser un cours d'histoire. Alors, si vous voulez, un autre outil ou une autre innovation, c'est les e-portfolios. Donc, évaluer via les e-portfolios des apprenants. Un e-portfolio, c'est quoi? C'est un ensemble de travaux qui témoignent des efforts, des progrès et des réalisations. Et vous voyez là, c'est des éléments très intéressants qu'on a mentionnés tout à l'heure dans l'évaluation, qui témoignent des efforts, des progrès, des réalisations d'une personne ou d'un apprenant. Il illustre aussi la motivation, l'apprentissage accompli et les productions d'un individu. En fait, le concept d'e-portfolio n'est pas récent. C'est un concept à qui on a donné un autre souffle, mais qui a été bien utilisé. Il a eu son heure de gloire dans les années 2000, que ce soit dans le domaine, on va dire, au nord-américain, dans l'environnement nord-américain, dans certains environnements européens et aussi chez nous, dans certaines institutions. Alors, les portfolios, en fait, c'est à la fois une démarche et un outil. Pourquoi une démarche? Parce que ça amène l'apprenant à se fixer des objectifs en continu. Où est-ce que je veux aller? Quels sont mes challenges? Qu'est-ce que je veux apprendre? Qu'est-ce que je veux améliorer? Une rétrospection, une introspection de son parcours, de ce qu'il connaît, etc. Et puis, ça permet aussi, c'est un outil pour développement de carrière et des artefacts, épreuve de ce qu'on a réalisé, de ce que l'apprenant a réalisé. Et donc, ici, on n'a pas détaillé la structure de l'e-portfolio, mais très souvent, on le subdivise. Il y a des références qui le subdivisent en 3 et on a d'autres qui le subdivisent en plus, mais c'est essentiellement l'apprenant, il dépose ce qu'il a réalisé et ses objectifs. Donc, l'e-portfolio, c'est aussi un moyen de réduire l'éparpillement des artefacts. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y met des artefacts, ce qu'il a réalisé. Or, on sait très bien qu'un apprenant, il réalise beaucoup de choses sur le web, un site par-ci, une réalisation par-là, etc. Et donc, les portfolios, c'est un moyen de les rassembler et de mettre en valeur ses compétences. Non seulement cela, mais aussi de montrer sa progression dans l'apprentissage. Les portfolios aussi peuvent aussi s'interfacer avec les Learning Management Systems, les plateformes d'apprentissage. Donc, ce qu'il a réalisé, il peut le mettre en valeur et le montrer. D'ailleurs, les portfolios est très utilisé quand on dépose sa candidature pour un recrutement dans un poste, dans une entreprise, etc. Donc là, les portfolios, il revient vraiment en force. Alors, les outils, je vois que je dois aller un petit peu rapidement. Donc, les outils d'évaluation, ils sont multiples. On peut évaluer via les podcasts aussi. J'ai fait ça avec des étudiants. L'Open Badge, la réalité virtuelle qui vous met dans un contexte réel. Bref, plusieurs outils d'évaluation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'orientation globale, ou la générale de l'évaluation actuellement, elle tend justement vers ces innovations. Je voudrais juste mentionner un groupe, ce qu'a indiqué les membres du groupe de travail cadre d'apprentissage 2030 de l'OCDE, qui vise à étendre la notion de ce qui est mesuré et valorisé à ce qui n'est pas mesuré est aussi valorisé. Et donc, on s'éloigne ou on encourage
l'innovation dans l'apprentissage, parce que ce qui mesurait et évaluait, c'est un petit peu l'évaluation, les évaluations classiques. D'accord? Là, on encourage de plus en plus l'innovation dans les évaluations. Alors, on a parlé des évaluations et dès le début, on s'est focalisé sur l'apprenant, mais l'enseignant, il a son rôle dans ce process et il a son mot à dire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est partie prenante et c'est lui qui décide, on va dire, qui va réaliser cette évaluation. L'enseignant pour qui la tâche est devenue ardue, parce que d'une copie simple ou du feuille de papier qu'on corrigeait à la maison, on va dire, même si c'est frustrant, mais la charge, elle est moins, on va dire, exigeante que de parcourir un certain nombre d'e-portfolios ou de voir les jeux des étudiants ou d'assister en classe à la démonstration de ces jeux ou aux pièces de théâtre, etc. Donc, c'est plus exigeant pour l'enseignant. Ça nécessite souvent plus d'efforts, je peux en témoigner. Cependant, et c'est là on va dire l'aspect positif, euh, quel plaisir de voir des innovations. Alors, d'une réalisation à une autre, c'est différent. C'est vraiment encourageant. On découvre aussi des compétences artistiques chez nos apprenants quand ils font les pièces de théâtre ou quand ils réalisent des jeux, etc. C'est vraiment très, très motivant. Donc, et en plus, on voit dans cette innovation que le message qu'on a transmis, il est passé et d'une manière aussi innovante. Alors, cependant, l'enseignant se posera toujours des questions. Les évaluations, autant formatives que sommatives, ont-elles pour objet la connaissance au détriment de la compréhension? Et donc là, c'est des questionnements. Euh, D'autres questionnements aussi se font par rapport à la situation actuelle, l'intelligence artificielle et l'évaluation. On a des recommandations. Alors, on peut s'appuyer sur un article mentionné sur le site de l'UNESCO intitulé « Vers une nouvelle évaluation, l'IA change la donne ». Alors, cet article mentionne essentiellement que l'essor des outils d'IA bouleverse la conception traditionnelle de l'évaluation. Et là, on voit qu'on rejette en quelque sorte le traditionnel et appelle à promouvoir et à mesurer la pensée critique, la créativité et le raisonnement éthique. Donc, cependant, on sait tous qu'on a des problématiques au niveau de l'IA. Peut-on dire que c'est vraiment un produit réalisé par l'apprenant? Comment valider cela? Donc, à la place des évaluations aussi conventionnelles, on devrait privilégier des défis ouverts nécessitant de l'innovation. Comment concevoir une solution inédite à un problème environnemental local ou rédiger une histoire au rebondissement imprévisible. Et là, vous voyez cette approche d'histoire. Je voudrais juste mentionner deux mots ici pour le problème d'environnement local. Avec les ingénieurs que j'ai mentionné tout à l'heure, comme j'ai fait un cours, je leur ai donné un cours sur la conception des business games, je leur ai demandé de créer comme application de leur cours des jeux, mais relatifs à tout ce qui est ODD, les objectifs de développement durable. C'était en fait 2 en 1. Et donc, c'est les initier aux ODD et créer quelque chose d'applicable ou appliquer un petit peu ce qu'ils ont eu comme dans le cours. Nécessité aussi de déplacer l'attention de l'évaluation du profil final vers le processus d'apprentissage, poursuivre ce processus d'apprentissage. Et là intervient ce qu'on a mentionné tout à l'heure, les portfolios. Il est vraiment fait dédié à cela. Aussi, les étudiants, parmi les recommandations, les étudiants pourraient tenir des journaux de bord, là encore les portfolios, soumettre leurs travaux à différentes étapes pour dire que, ou pour avoir une valeur authentique de ce qu'ils ont fait. Alors, le système éducatif aussi pourrait mieux servir les étudiants en adoptant des formes d'évaluation continue, cette approche de continuité, fondée sur des portfolios qui reflètent le développement soutenu des compétences au fil du temps. De telles approches résisteraient mieux à la reproduction par l'IA et offriraient des informations plus riches et plus prédictives. Alors, on mentionne aussi, les enseignants se questionnent ou
ils ont senti que l'IA bouleverse les pratiques éducatives traditionnelles, notamment en matière d'évaluation, c'est ce qu'on a mentionné. L'IA est un changement exogène, institutionnel, brutal et imposé. Là, c'est Rioux qui le mentionne. Et les enjeux en éducation et en évaluation, dans cet article, dégagent 5 enjeux contemporains relatifs à l'évaluation, qui sont la compréhension, la simulation, la véridiction, ce qu'on a dit, l'éthique et l'application. Et donc, c'est pour vous dire que l'évaluation, certes, c'est une composante du processus d'apprentissage ou qui est mené par l'institution, mais elle pose à elle seule un certain nombre de questions et mérite qu'on s'y intéresse davantage en lui accordant l'innovation nécessaire. Voilà, j'espère avoir été dans les temps. J'espère que je n'ai pas débordé. Euh, voilà. Alors, je suis dans les temps, donc bien. Alors, je vous remercie pour votre, si vous voulez, collaboration et je reste disponible à vos questions s'il y a des questions concernant cette présentation. Eddie, est-ce que tu veux juste enlever le partage Ah d'écran? oui, oui, Ouais, j'oublie merci. toujours. Hop. Donc, voilà. C'est bon? Oui? Oui, c'est bon. Euh, Une question dans le clavardage. oui. Quelles sont les limites de ce choix par rapport aux jeux développés par les enseignants? Oui. En fait, quand vous utilisez des jeux développés par les enseignants, c'est très innovant, c'est très motivant, etc. Cependant, quand l'apprenant développe son propre jeu, il est amené à, primo, acquérir d'autres compétences relatives. Moi, j'ai mentionné Scratch. J'ai fait ça avec des gestionnaires qui avaient des handicaps, vous connaissez, vis-à-vis tout ce qui est technologie et programmation. Or, Scratch, c'est un environnement qui ne nécessite pas beaucoup de connaissances. Donc, j'ai essayé de les amener. À la fin, ils ont maîtrisé Scratch. Primo. Secondo, ça les pousse à revoir vraiment en profondeur le contenu du cours et à le scénariser et à le présenter d'une manière innovante. Donc, il y a aussi, si vous voulez, d'autres compétences qui sont acquises lors de la création de ces jeux par les apprenants. Ils maîtrisent plus. Et d'ailleurs, il y a la chercheure Yasmina Kafka, je pense, Yasmina, bon, j'ai oublié le nom, qui a fait une expérience avec une population témoin et une population, si vous voulez, qui a créé les jeux. Et là, la maîtrise du contenu, c'était avec des élèves relativement à l'opération d'addition ou de soustraction ou de fraction plutôt. Et là, le constat est vraiment évident. Ceux qui ont créé les jeux maîtrisent plus ce concept, beaucoup plus que ceux qui ont, si vous voulez, qui n'ont pas créé les jeux, qui se sont contentés du cours classique. Parce que créer les jeux, ça pousse l'apprenant aussi à réfléchir encore plus sur ce qu'il va faire et sur la problématique en elle-même. L'élaboration des critères et des grilles d'évaluation dans ce contexte d'innovation. Justement, pour moi, par exemple, dans mes expériences, alors les critères d'évaluation ont été plus ou moins spécifiés dès le début. Par exemple, pour les jeux, il faut primo que si j'ai demandé que tous les chapitres soient pris en compte, ou même dans la pièce de théâtre, si j'ai demandé que tous les chapitres soient pris en compte, ben, c'est mentionné et j'en tiens compte dans la note.
primo. Secondo aussi, pour les jeux, il faut que ça soit qu'il y ait cette approche de récompense, il faut qu'il y ait aussi cette approche d'interface plus ou moins attractive. Pour les pièces de théâtre, par exemple, j'ai exigé, enfin, la note, elle est meilleure quand l'apprenant récite, c'est-à-dire a appris son scénario, parce que là, ça va le pousser à apprendre à maîtriser et puis aussi à savoir comment se comporter, comment parler, etc. Et puis encore plus à maîtriser le contenu. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de l'outil, les critères vont, si vous voulez, être adoptés et adaptés. Mais ce qui est nécessaire, c'est que c'est en fonction de ce que vous désirez. Si vous désirez que tous les chapitres soient pris, donc hop, si vous désirez que tel ou tel aspect, etc. Donc, alors, comment avez-vous accordé le temps de classe pour l'élaboration des jeux, pièces de théâtre, bandes dessinées, etc. Avez-vous été obligé de compresser d'autres chapitres en conséquence? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure que la tâche de l'enseignant devient difficile. Tout cela, les étudiants le font et ils le font et ils le préparent. La bande dessinée, j'ai eu une rame de bande dessinée à corriger. Par exemple, j'en ai une ici, donc c'est les étudiants donnent leur... bon, j'ai exigé, à vrai dire, que la bande dessinée ne dépasse pas 7 ou 8 pages. Pour les pièces de théâtre, en fait, je devais regarder pour les bandes dessinées, je devais regarder toute seule. C'est corrigé un petit peu. Pour les pièces de théâtre, c'était en présentiel, essentiellement, et je récupérais aussi les scripts. Je devais regarder les scripts. Alors, il y a eu une exception, juste pour les pièces de théâtre, c'est quand on avait le Covid, et donc on a fait cela en ligne. D'accord? Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais on l'a fait qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, ça m'a obligé d'assurer d'autres séances en dehors du cours pour voir les réalisations des élèves, des apprenants. Euh, euh, Si elle mesure, donc, est-elle valide si elle mesure plus que ce qu'elle devait? Faut-il repenser la notion d'alignement pédagogique dans le contexte de l'évaluation pour innover? Oui, ça c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il faut repenser cela, d'accord? Et donc, c'est vrai, hein, c'est pas des solutions sans critique ou sans défaillance. Donc, vous avez rencontré des problèmes de motivation. Comment avez-vous résolu ce problème lors de votre expérience? Alors là, dans le sens, la motivation, je vous ai dit, à chaque session, hein, les étudiants refusent. Ils veulent l'évaluation classique sur papier parce que c'est plus facile, etc. Il y a eu une promotion, c'était des étudiants en troisième année qui sont venus à mon bureau. Il y avait une quinzaine d'étudiants. Ils ont dit non, non, on s'oppose à cette approche d'évaluation. C'était les pièces de théâtre, etc. Ben, je les ai entendus, on a discuté, et puis après, voilà, on est dans le... Je vous oblige, c'est-à-dire, ils m'ont dit, on parle de démocratie, etc., etc. Là, il n'y a pas de démocratie, c'est la tyrannie, j'oblige, et puis c'est tout. Mais par contre, à la fin du semestre, j'ai collecté un petit peu leur feedback, et la majorité, hein, il y a toujours un pourcentage de réticents, mais la majorité a apprécié. Donc, parmi les questions que j'ai demandées au début du semestre, que pensez-vous de cette approche, etc. Et, la majorité des étudiants ont changé d'avis à la fin du semestre. Et ils demandent d'étendre cette approche à d'autres modules. Mais là, bon, je ne sais pas s'il y avait, il y a d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions? Non? Alors, je voudrais juste mentionner que c'est vrai que on a proposé différents types d'évaluation, mais il faut dire que quand même, il y a certains modules qui ne s'adaptent pas tellement. D'accord? Notamment, ce sont à mon avis, ce sont les modules où il y a beaucoup de formules théoriques, je vais dire par exemple les mathématiques, même si en y réfléchissant encore plus, c'est possible.
D'accord? Parce que quand je vous ai mentionné, quand j'ai mentionné tout à l'heure tout ce qui est élaboration du script, etc., c'est toujours possible. Mais on va dire, les pièces de théâtre pour les mathématiques, c'est un petit peu difficile. D'accord? Pour les jeux, oui, c'est possible. Pour présenter les mathématiques via des jeux, c'est possible. D'ailleurs, si vous regardez dans les littératures, on utilise les jeux pour initier les élèves, surtout en primaire, au calcul, à l'addition, à la soustraction, etc. Donc, les jeux, c'est possible dans un certain environnement. Les pièces de théâtre dans les environnements qui nécessitent, on va dire, des formules théoriques, pas vraiment. Même si, je vais juste mentionner une expérience italienne qui date de plus d'une dizaine d'années, mais c'était une expérience essentiellement de vulgarisation de la physique. Donc, il y a une enseignante de physique, d'ailleurs, l'expérience, elle est mentionnée dans la littérature, qui a eu ses élèves, qui a incité ses élèves à vulgariser le cours de physique et ils ont même présenté cela en vraie pièce de théâtre, dans un théâtre réduit, la mahala, mais ils ont présenté cela pour vulgariser. Et donc, je suppose que la vulgarisation nécessite une explication détaillée de tel ou tel phénomène physique. À vrai dire, il ne détaille pas ça sur le papier, mais un fait est, la physique a été vulgarisée via une pièce de théâtre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, donc les problèmes, j'ai mentionné. Euh, euh, Donc, comment évaluez-vous ces productions pour que les compétences techniques ne soient pas un obstacle ou pénalisent certaines personnes étudiantes? C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, en fait. Justement, il me semble, côté technique, vous voulez dire, Madame Christine, c'est ça, vous voulez dire la création de jeux. C'est vrai que c'est le problème que j'ai eu à chaque fois, surtout avec les gestionnaires et ceux qui font les ressources humaines ou ceux qui sont en ressources humaines. On nous dit non, nous, on ne sait pas programmer, etc., etc. Je leur ai dit non, non, il ne s'agit pas de programmer vraiment au vrai sens du terme. Voilà, voilà des exemples justement avec Scratch. L'avantage, c'est que bon, c'est open, mais en plus, vous avez les exemples de jeux que je montre dans mes séances de cours, le code de ces séances de jeu est accessible. Donc, ils pouvaient regarder le code et s'en inspirer, voire le modifier. Donc, les réticences techniques, ça, c'est certain au début, mais c'est jouable. Par contre, quand je fais ça avec les informaticiens, eux, ils demandent un autre niveau de programmation. Or, moi, j'exige que, si vous voulez, comme pour la promotion par exemple, en data science, j'ai plusieurs profils ce sont des informaticiens pour leur majorité, mais qui viennent de plusieurs institutions, donc qui n'ont pas la maîtrise des mêmes langages. Donc, pour une évaluation si vous voulez, homogène, j'ai exigé justement, le Scratch. Eux, ils demandaient Unity, etc., etc. Certains, on va dire, pas tous. Mais là, je n'ai pas été jusqu'à ce stade. Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non? C'est bon? Je, je pense avoir répondu. S'il y a d'autres questions. Ça va pour votre présentation. Je ne vous entends pas, Élodie. Ah, vous m'entendez là? Oui, maintenant c'est bon. Ok, ok. Merci Edia pour votre présentation. Merci à Merci. tous et à toutes d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Va y avoir un atelier exclusif pour nos membres avec Marc Guérin sur la sécurité éthique et l'IA en contexte éducatif. Vous pouvez vous inscrire depuis notre site internet. Et le prochain atelier ouvert à tout le monde sera le 4 février. Et si pour comprendre
l'intelligence artificielle en entreprise, on s'essaie de l'expliquer pour la faire vivre avec Catherine Bérubé et Marina Frangioni de l'Université de Luc. Bon après-midi à tous et à toutes et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci pour votre présence, pour avoir été dans Merci, cette au revoir. présentation. Merci. Merci. Merci.